Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait les contes d'Hans Christian Andersen. C'est notre troisième live sur ce recueil de contes. Nous lirons aujourd'hui pour commencer le conte Le costume neuf de l'empereur. Et puis nous poursuivrons avec l'inébranlable soldat de plomb. Pour enfin peut-être terminer avec un troisième conte qui serait à ce moment-là les signes sauvages. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, de toute façon, comme d'habitude, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les éventuelles pauses que je ferai dans ma lecture et d'aller directement au conte qui vous intéresse. Sachant que les deux premiers contes du jour sont assez courts, le dernier un peu plus long, c'est pour ça que j'hésite à le faire aujourd'hui. Dans l'idéal, on fait la lecture des 3 contes aujourd'hui, mais c'est vrai que je me suis rendu compte lors des lectures de contes précédentes, que je mettais un peu plus de temps à lire que ce que j'aurais cru sur ce bouquin. Donc, je sais pas si je vais avoir le time, parce que là, je vous avoue que j'ai un timing un peu short aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je vais avoir le time de faire 3 contes. On va faire au moins les 2 premiers. Si je me sens, en forme et que je vois que j'ai toujours le temps, je ferai le troisième. Ça me permet un petit peu de venir à un sujet que je voulais aborder avec vous très brièvement dans cette introduction, puisque vraiment sur la live de lecture maintenant, encore plus qu'avant, j'essaie de faire rapide sur la parlotte et que la lecture soit le cœur des lives. Mais quand même, j'ai deux trois petites infos à vous glisser une fois de temps en temps. Notamment, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui me fait grave plaisir, dont vous entendrez peut-être parler au fur et à mesure du temps, mais c'est vrai que je suis grave pris dans un projet en ce moment qui me plaît bien, et du coup qui me prend un peu de temps. Et du coup, je me suis rendu compte en lançant ce live que ça faisait 2 semaines et demie que j'avais pas live. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que j'ai pas fait de live en 2 semaines et demie, c'est dingue. Bref, je pense vraiment que là, en ce moment, c'est pas un problème d'envie ni un problème de motivation, mais plus un problème d'organisation. Euh, et donc, je ne sais pas comment je vais procéder, mais je vous jure d'essayer de faire qu'il y ait au moins un live par semaine. Heu, Peut-être pas un live toutes les semaines, dans le sens, il y aura peut-être pas une semaine pile entre 2 lives, mais au moins un live toutes les semaines. Si je fais un live un lundi et qu'ensuite je fais un live la semaine d'après le dimanche, on va dire que j'aimerais bien qu'il y ait maximum 2 semaines entre, ouais, on va dire ça, ouais, 14 jours, enfin voilà. 2 semaines entre 2 lives. C'est la limite haute de ce que j'aimerais vous proposer. D'ailleurs, je me disais aussi, est-ce qu'on va continuer la lecture des contes tout de suite ou est-ce qu'on va s'arrêter un petit peu? Puisque, je vous en avais parlé, les contes d'Andersen, je ne pensais pas faire la lecture intégrale d'une traite. Je pensais faire quelques contes, puis partir sur une autre lecture, y revenir et ainsi de suite. Là, ça va être notre troisième live aujourd'hui. Je pense que remarque, j'ai pas eu ma dose dans le sens où, je pourrais lire encore des contes d'Andersen et apprécier, ça, y a aucun souci. Mais je pense que je suis curieux d'aller voir un peu autre chose. Donc il y a des chances qu'après ce troisième live sur les contes d'Andersen, on parte sur la lecture d'Érec et Énide. Je rappelle, premier roman de Chrétien de Troyes concernant le mythe de la table ronde, enfin la légende arthurienne. Donc voilà, on partirait certainement là-dessus, je pense. Euh, Avant, donc Érec et Énide, pour le coup, c'est un roman, on va le lire d'une traite. Ça ne ferait pas de sens de couper la lecture en plein milieu. Ensuite, on reviendra certainement sur des contes, je pense. Puis, je pense qu'on va pas tout de suite aller sur l'Odyssée d'Homère que je vous avais promis cette année. Je pense qu'on va peut-être partir sur un autre texte entre les deux que j'intercalerai. Ça sera vraisemblablement un texte de Stéphane Zweig. Si j'ai pas de bêtises, c'est Stéphane, son prénom, je ne sais plus. Donc ouais, Zweig, j'ai repéré 2 textes qu'on pourrait faire en live, soit Lettre d'une inconnue, soit La confusion des sentiments. N'hésitez pas, si vous connaissez déjà ses œuvres, si vous avez déjà un avis, si vous avez envie de découvrir Zweig, et cetera, ou bien simplement aller lire des résumés sur internet pour vous mettre un peu au courant si ça vous donne envie. N'hésitez pas à voter. Si vous préférez l'un ou l'autre, je serai ouvert aux suggestions. Pour le coup, j'ai pas de préférence personnelle. Donc voilà, je pense qu'on va faire dans cet ordre-là. Aujourd'hui, et peut-être encore une ou deux fois maximum, mais je suis même pas certain,
On continue avec quelques comptes. Ensuite, on passe sur Eric et Enid, Chrétien de Troyes. Ensuite, on revient sur les comptes. Et puis après quelques lives, on passe sur L'être d'une inconnue ou La confusion des sentiments de Stéphane Zweig, avant de certainement finir les comptes et de passer sur l'Odyssée. Ça va déjà nous prendre un temps incommensurable, donc je vais pas me projeter beaucoup plus loin que ça. Parce que au rythme auquel je fais des lives en ce moment, rien qu'avec ce que je vous dis là, je pense qu'on en a au moins jusqu'à la mi-année, facilement. Voire peut-être, rentrée septembre, bref. Donc je ne vais pas aller trop vite en besogne. C'est vrai que je lis beaucoup en plus en ce moment, mais je lis beaucoup plus hors live. Ça me fait du bien, je vous avoue, d'avoir repris de la lecture de manière un peu plus intensive. Heu, Là, depuis quelques semaines, je lis et le soir et le matin, et je prends un gros kiff à relire à ce point. Je me lis pas tant que ça en plus, je me lis entre, allez, on va dire 10 et 20 pages le matin et le soir, et en fait, j'ai l'impression de dévorer des bouquins parce que l'air de rien, c'est plus que ce que je lisais auparavant, et ça fait grave du bien. Genre là, j'ai terminé Le Seigneur des Anneaux, en vrai, j'ai pas mis tant de temps que ça à lire alors que c'est un gros bouquin quand même. J'ai trop kiffé ma lecture. Là, j'ai enchaîné avec, Désertion de François Bégodeau, et ouais, je me régale en ce moment à faire, un peu plus de lecture. Et bah, franchement, petite chacha, déjà coucou, j'espère que tu vas bien, et franchement, si tu veux te remettre à la lecture, je sais pas si ça marchera pour tout le monde, mais en fait, moi, ça a grave fonctionné. C'est parce que je parlais avec ma mère qui m'a rendu visite récemment et qui me disait qu'elle, elle commençait la journée en lisant, et en fait, ça m'a remémoré un peu que, tiens, c'est vrai que quand j'étais petit, je faisais ça. Quand j'étais plus jeune, je lisais. En gros, quand j'étais plus jeune, je vais vous dire même comment je fonctionnais. Parce que j'aime pas interrompre en plein milieu de quelque chose. Donc en fait, quand j'étais jeune, souvent je me donnais une limite en chapitres. Je me disais, le soir, je me lis un ou deux chapitres. Le matin, je me lis un ou deux chapitres. Euh, et en vrai, bah du coup, là, de m'être rajouté. Donc là, maintenant, je fonctionne plus vraiment comme ça, mais juste, je me suis dit, tiens, c'est vrai que quand j'étais petit, je lisais le matin aussi. Donc là, maintenant, je relis le matin, chose que je faisais pas depuis très longtemps. Et en fait, juste, je me dis, je lis au moins 10 pages. Si à la fin de mes 10 pages, je vois que ça tombe pas à un moment juste, soit je finis le chapitre, soit je finis jusqu'à la prochaine fois qu'il y a un saut de ligne. Voilà, j'essaie de terminer la prochaine unité de sens, on va dire. Ce qui fait que souvent, je lis un peu plus que 10 pages finalement. Mais en fait, en mettant le cap des 10 pages, qui a un cap pas très haut en fait, 10 pages, franchement, selon la vitesse à laquelle on lit, ça peut se lire en 15 minutes, quoi. Euh, donc franchement, 10 pages, c'est pas énorme, c'est pas l'Everest. Et souvent, je me retrouve à lire 2, 3, 5, 6 pages bonus, on va dire. Ce qui fait que j'avance beaucoup plus vite dans mes bouquins et j'en profite beaucoup plus. J'aime beaucoup plus ça. Et du coup, pourquoi je parlais de cette astuce de lire ne serait-ce que 10 pages, peut-être le matin et le soir, voilà, comme ça multiplie les occasions, etc. Juste parce que ça me rappelle à quel point le pouvoir de 1 est plus grand que 0. Vraiment le pouvoir de... Il n'y a pas besoin de faire énormément de choses pour que ça change drastiquement. Vaut mieux... Enfin voilà, c'est une règle qu'on retrouve dans plein de domaines et qui, personnellement, fonctionne très bien, je trouve. Pour ma personnalité, en tout cas, ça fonctionne très bien. Par exemple, vaut mieux faire 5 minutes de guitare par jour que 1 heure le week-end. En vrai, c'est des tout petits détails comme ça, mais je trouve que on sent une vraie différence à la pratique. Bref, sur ce, j'ai bavardé. J'ai bavardé, pardon, beaucoup plus que ce que je ne l'aurais cru. Lançons-nous dans le vif du sujet avec la lecture. Je vais certainement faire les 2 premiers contes d'une traite, ça c'est quasiment sûr. Et éventuellement, j'enchaîne avec le troisième selon le temps qu'il me reste. Parce que comme je vous disais, je suis attendu, j'ai un petit rendez-vous à 17 heures. Là, il va être 15 heures. Bon, normalement, en 2 heures, j'ai large le temps. On va essayer de faire les 3 contes que j'avais prévus initialement. Et puis, si à la fin des 2 premiers, je vois que c'est ric-rac, je m'arrêterai là.
Sinon, j'enchaîne avec le troisième, certainement. Ce qui veut dire pas de pause, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse attention à ma voix, à ma gorge. On va essayer de faire ça bien. Et du coup, je pense que petit chacha, c'est un excellent conseil que t'a donné ton prof. Vaut mieux faire 5 minutes de guitare par jour que 1 heure le week-end. Vraiment. Bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, que vous me regardiez en live ou en rediffusion. Bonne écoute, petite chacha. Je vous souhaite à tous de passer un agréable moment en ma compagnie, de vaquer à vos occupations en toute quiétude. Santé à tous. Lançons-nous. Lançons-nous. C'est terrible parce que, je vous en ai parlé très brièvement dans l'intro, mais en ce moment, je bosse sur un projet qui me hype. Et du coup, je viens d'y bosser juste avant de lancer le live. Et du coup, j'ai ce truc en tête. Et du coup, j'ai terriblement envie de vous en parler. Et en même temps, je suis tellement loin de le sortir et de effectivement le rendre disponible que je me dis, pour le moment, ne dis rien, pour le moment, ne dis rien. Parce que je suis le champion pour annoncer des trucs qui soit ne se font jamais, soit se font dans très longtemps. Bref. En tout cas, tel que vous me voyez hypé, et ça c'est une bonne nouvelle. Allez, bonne écoute, à tout à l'heure. Le costume neuf de l'empereur. Il y a longtemps, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux costumes neufs qu'il donnait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ne se souciait pas de théâtre, ni d'aller en voiture dans la forêt, sinon uniquement pour montrer ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure du jour, et de même que l'on dit d'un roi « il est au conseil », on disait toujours de lui « il est dans sa garde-robe ». Dans la grande ville où il habitait, on s'amusait beaucoup. Chaque jour venaient de nombreux étrangers. Un jour arrivèrent 2 escrocs. Ils se donnèrent pour tisserands et dirent qu'ils savaient tisser l'étoffe la plus ravissante que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient exceptionnellement beaux, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la propriété merveilleuse d'être invisibles à quiconque ne savait pas remplir son emploi, ou bien étaient d'une irrémissible bêtise. Voilà de charmants habits, se dit l'empereur. En les portant, je pourrais découvrir quels hommes ne savent pas remplir leur emploi dans mon royaume. Je pourrais distinguer les gens intelligents des sots. Oui, tout de suite il faut que l'on me tisse cette étoffe. Et il donna beaucoup d'argent aux 2 escrocs, à titre d'art, pour leur faire commencer leur travail. Ils installèrent bien 2 métiers à tisser, et firent semblant de travailler, mais ils n'avaient rien du tout sur le métier. Bien vite, ils demandèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils fourrèrent le tout dans leur propre sac et travaillèrent avec les métiers vides, et même jusque tard dans la nuit. Je voudrais bien savoir où ils en sont de leur étoffe, se dit l'empereur, mais il se sentit un peu gêné à l'idée que celui qui était bête ou convenait mal à son emploi ne pourrait rien voir. Il pensait bien qu'il n'avait rien à craindre pour lui-même, mais il voulait d'abord envoyer quelqu'un voir comment ça marchait. Tous les gens de la ville savaient quelle merveilleuse qualité l'étoffe possédait, et chacun était curieux de voir combien son voisin était bête ou incapable. Je vais envoyer au tisserand mon vieux et brave ministre, se dit l'empereur. C'est lui qui peut le mieux voir l'effet que fait l'étoffe, car il est intelligent, et personne mieux que lui ne remplit sa fonction. Et le vieux et honnête ministre entra dans la salle où les 2 escrocs travaillaient à leur métier vide. Dieu ait pitié de nous, se dit le vieux ministre en écarquillant les yeux. Je ne vois rien du tout. Mais il ne le dit pas. Les 2 escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau dessin et de charmantes couleurs. Et il montrait le métier vide. Et le pauvre vieux ministre continuait à écarquiller les yeux, mais ne pouvait rien voir, car il n'y avait rien. Grand Dieu, songeait-il, est-ce que je serais bête? Je ne l'ai jamais cru, et il ne faut pas que personne le sache. Est-ce que je remplirai mal ma fonction? Non, il convient de ne pas raconter que je ne peux pas voir l'étoffe. Eh bien, vous n'en dites rien, dit l'un des 2 qui tissait. Oh, c'est joli, c'est tout à fait magnifique, dit le vieux ministre en regardant avec ses lunettes. Ce dessin et ces couleurs. Oui, je dirais à l'empereur que cela me plaît extrêmement. Ah, ça nous fait plaisir, dirent les 2 tisserands, et ils désignèrent les couleurs par leur nom et expliquèrent l'étrange dessin.
Le vieux ministre les écouta avec attention, afin de pouvoir répéter ce qu'il entendait lorsqu'il serait revenu auprès de l'empereur, et c'est ce qu'il fit. Alors les escrocs demandèrent encore de l'argent, ainsi que de la soie et de l'or qui devaient servir au tissage. Ils mirent tout dans leur poche, et pas un fil ne vint sur le métier, mais ils continuèrent comme auparavant à tisser sur le métier vide. L'empereur envoya bientôt un second haut fonctionnaire honnête pour voir comment allait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Ce fut pour lui comme pour le ministre. Il regarda et regarda, mais comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. Eh bien, n'est-ce pas une belle pièce d'étoffe dirent les deux escrocs, et ils montrèrent et expliquèrent le ravissant dessin qui n'existait pas. Je ne suis pas bête, songea l'homme, c'est donc mon bon emploi auquel je ne conviens pas. C'est assez bizarre, mais il ne faut pas que l'on s'en aperçoive. Et il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas, et affirma sa joie des belles couleurs et du charmant dessin. Oui, c'est tout à fait magnifique, dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlèrent de la superbe étoffe, et l'empereur voulut la voir lui-même pendant qu'elle était encore sur le métier. Avec tout un groupe d'hommes éminents, parmi lesquels étaient les deux vieux fonctionnaires qui déjà y étaient venus, il se rendit auprès des deux escrocs malins, qui tissaient de toute leur force, mais sans le moindre fil. Oui, n'est-ce pas admirable dirent les deux fonctionnaires honnêtes. Votre Majesté veut-elle voir? Quel dessin, quelle couleur! Et ils montraient du doigt le métier vide, car ils croyaient que les autres pouvaient sûrement voir l'étoffe. Comment? Se dit l'empereur. Je ne vois rien. C'est effrayant. Suis-je bête? Ne suis-je pas capable d'être empereur? Il ne pourrait rien m'arriver de plus terrible. Oh, c'est très beau, dit l'empereur. Je donne ma plus haute approbation. Et il fit un signe de tête satisfait et considéra le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il ne pouvait rien voir. Toute la suite qu'il avait amenée regardait et regardait sans y voir plus que tous les autres, mais tous disaient comme l'empereur « Oh, c'est très beau !» et lui conseillaient de porter pour la première fois un costume taillé dans cette nouvelle étoffe superbe à la grande procession qui devait avoir lieu bientôt. « C'est admirable, ravissant, parfait !» disait-on en chœur, et tout le monde était enchanté. L'empereur gratifia chacun des deux escrocs d'une croix de chevalier à mettre à leur boutonnière et du titre d'écuyer tisserand. Toute la nuit qui précéda le matin où la procession devait se dérouler, les escrocs furent à l'œuvre avec plus de 16 lumières allumées. Les gens pouvaient voir qu'ils se dépêchaient d'achever le nouveau costume de l'empereur. Ils firent comme s'ils ôtaient l'étoffe du métier, coupèrent l'air avec de grands ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fil, et dirent enfin « Voilà, le costume est terminé. » L'empereur vint lui-même, avec ses chevaliers d'honneur, et les deux escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et dirent « Voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau, et ainsi de suite. C'est léger comme une toile d'araignée, on croirait que l'on n'a rien sur le corps, mais c'est justement la qualité de l'étoffe. » Oui, dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu'il n'y avait rien. Votre Majesté impériale veut-elle avoir la bonté de se déshabiller pour que nous lui mettions l'habit neuf devant ce grand miroir? L'empereur ôta tous ses vêtements, et les escrocs firent simplement le geste de lui donner chaque pièce des nouveaux, qui étaient soi-disant cousus, et ils le prirent par la taille, et eurent l'air d'attacher quelque chose, c'était la traîne, et l'empereur se tourna et se retourna devant le miroir. Dieu, comme c'est bien pris, comme ça va parfaitement, dirent-ils tous. Quel dessin, quelle couleur, en voilà un précieux habit. Les gens qui doivent porter le dé au-dessus de votre majesté pendant la procession sont là, dehors, dit le maître des cérémonies. Oui, me voilà prêt, dit l'empereur. Ça va-t-il bien? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il fallait qu'il eût l'air de bien contempler son costume de gala. Les chambellans, qui devaient porter la traîne, touchèrent avec les mains par terre, comme s'ils la relevaient. Ils marchèrent, les mains devant eux, car ils ne voulaient pas que l'on s'aperçût qu'ils ne voyaient rien. Et l'empereur défila dans la procession sous le magnifique dé, et tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Dieu, comme le nouveau costume de l'empereur est splendide! Quelle belle traîne il a! Comme elle est d'un bel effet !» Personne ne voulait que l'on s'aperçût qu'il ne voyait rien, car cela aurait prouvé qu'on n'aurait pas bien rempli son emploi, ou aurait été très bête. Aucun costume de l'empereur n'avait obtenu un tel succès. « Mais il n'a rien sur lui, dit un petit enfant.
Grand Dieu, entendez la voix de l'innocence, dit le père, et chacun de chuchoter à son voisin ce que l'enfant avait dit. Il n'a rien sur lui. Un petit enfant dit qu'il n'a rien sur lui. Il n'a rien sur lui, cria finalement tout le peuple. Et l'empereur eut un frisson, car il lui semblait bien que ces gens avaient raison. Mais il se disait qu'il lui fallait subir la procession jusqu'au bout, et il prit une allure encore plus fière, et les chambellans marchèrent, tenant la traîne qui n'existait pas. J'aime beaucoup ce conte. On passe au suivant. L'inébranlable soldat de plomb. Il y avait une fois 25 soldats de plomb qui étaient tous frères, car ils étaient tous nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils étaient l'arme au bras, la tête droite, rouges et bleus, l'uniforme était assez bien. La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on nota le couvercle de la boîte où ils étaient couchés, fut « Des soldats de plomb !» Un petit garçon avait poussé ce cri et battait des mains. Il les avait eus parce que c'était son jour de naissance, et il se mit à les ranger sur la table. Chacun des soldats ressemblait exactement aux autres. Un seul était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, ayant été le dernier coulé quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait tout de même solidement sur son unique jambe, comme les autres sur leurs deux, et c'est lui précisément dont l'histoire est curieuse. Sur la table où ils étaient rangés se trouvaient beaucoup d'autres jouets, mais celui qu'on remarquait le plus était un joli château de carton. Par les petites fenêtres, on pouvait voir dans les salons. Dehors, de petits arbres entouraient un petit miroir qui était censé représenter un lac. Des cygnes de cire nageaient dessus et s'y miraient. Le tout était gentil, mais le plus ravissant était une petite demoiselle debout au milieu de la porte du château. Elle aussi était coupée dans du carton, mais elle avait une jupe de linon très clair et un ruban bleu sur l'épaule, comme une draperie. Au milieu du ruban était fixée une paillette brillante aussi grande que sa figure. La petite demoiselle avait les deux bras en l'air, car elle était danseuse, et elle levait si haut une de ses jambes que le soldat de plomb ne la voyait pas, et croyait que la demoiselle n'avait qu'une jambe, comme lui. Voilà une femme pour moi, se dit-il. Mais elle est d'un haut rang, elle habite un château, moi, je n'ai qu'une boîte, et nous sommes 25 dedans, ce n'est pas un endroit pour elle. Tout de même, il faut que je tâche de faire connaissance. Et il s'étendit tout de son long derrière une tabatière qui était sur la table. De là, il pouvait regarder la délicate petite dame qui continuait à rester sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque la soirée s'avança, tous les autres soldats de plomb entrèrent dans leur boîte, et les gens de la maison allèrent se coucher. Alors les jouets se mirent à jouer, c'est-à-dire à recevoir, à se battre et à danser. Les soldats de plomb faisaient du bruit dans la boîte, car ils voulaient en être, mais ne parvenaient pas à soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes, et le morceau de craie plaisantait avec l'ardoise. Le tapage fut tel que le canari se réveilla et se mit à bavarder, et même en vers. Les deux seuls qui ne bougèrent pas de place furent le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait droite sur la pointe du pied, les deux bras en l'air, et lui n'était pas moins inébranlable sur son unique jambe, et pas un instant il ne quittait des yeux la demoiselle. Minuit sonna, et clac! Voilà le dessus de la tabatière qui saute. Elle ne contenait pas de tabac, pas une miette, mais un petit troll noir. C'était une attrape. Soldat de plomb, dit le troll, veux-tu bien ne pas fixer les yeux comme ça? Mais le soldat de plomb fit comme s'il n'entendait pas. Oui, attends à demain, tu verras, dit le troll. Lorsque vint le matin et que les enfants arrivèrent, le soldat de plomb fut placé sur la fenêtre, et soit que ce fût le troll ou le courant d'air, soudain la fenêtre s'ouvrit, et le soldat fut précipité la tête la première du 3e étage. Ce fut un voyage terriblement rapide. Il avait la jambe en l'air et resta debout sur sa casquette, avec la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La bonne et le petit garçon descendirent tout de suite pour le chercher. En bas, ils furent sur le point de marcher dessus et ne purent pourtant pas le trouver. Si le soldat de plomb avait crié « Me voici !» il l'aurait bien trouvé, mais il ne trouva pas convenable de crier parce qu'il était en uniforme. La pluie se mit à tomber très fort, ce fut une sérieuse averse. Lorsqu'elle fut passée, arrivèrent deux gamins des rues. « Tiens, dit l'un, voilà un soldat de plomb, il va partir en bateau. » Les gamins firent un bateau avec un journal, placèrent le soldat de plomb au milieu, et voilà le bateau qui descend le ruisseau.
Les deux garçons couraient à côté et battaient des mains. Bon Dieu, quelle vague dans le ruisseau et quel courant! Il est vrai qu'il avait plu à verse. Le bateau de papier était ballotté, montant, descendant, parfois virant aussi, et si brusquement que le soldat de plomb en palpitait. Mais il demeura inébranlable, fit bonne contenance, et regarda devant lui l'arme au bras. Soudain le bateau entra sous une dalle recouvrant le ruisseau. Il y faisait aussi noir que si le soldat de plomb avait été dans sa boîte. Où est-ce que je vais arriver se demandait-il. Oh, c'est la faute du troll. Si du moins la petite demoiselle était ici dans le bateau, j'accepterais bien qu'il y fît encore plus sombre. À ce moment, se présenta un gros rat d'égout qui habitait sous la dalle du ruisseau. As-tu un passeport demanda le rat. Montre ton passeport. Mais le soldat de plomb se tut et tint son fusil encore plus serré. Le bateau fila, et le rat derrière. Aïe, comme il grinçait des dents et criait au secours. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il n'a pas payé la douane! Il n'a pas montré de passeport! Mais le courant devenait de plus en plus fort. Le soldat de plomb pouvait apercevoir déjà le jour devant lui, à l'endroit où finissait la dalle, seulement il entendait aussi un grondement dont un homme brave pouvait bien s'effrayer. Songez donc, à l'endroit où cessait la dalle, le ruisseau se déversait tout droit dans un grand canal. Pour le soldat de plomb, c'était aussi dangereux que pour nous d'être entraînés dans une grande cascade. Il en était si près qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Le bateau fut projeté. Le pauvre soldat de plomb se tint aussi raide qu'il put. Personne ne peut lui reprocher d'avoir seulement cligné de l'œil. Le bateau tournoya 3, 4 fois et fut rempli d'eau jusqu'au bord. Il ne pouvait que sombrer. Le soldat de plomb avait de l'eau jusqu'au cou et le bateau s'enfonçait toujours. Le papier se défaisait de plus en plus. L'eau passa par-dessus la tête du soldat. Il pensa à la petite danseuse qu'il ne verrait plus, et aux oreilles du soldat de plomb tinta Danger, danger, guerrier, tu vas subir la mort. Et le papier creva. Le soldat de plomb le transperça, mais fut avalé aussitôt par un grand poisson. Non qu'il faisait sombre là-dedans, c'était encore pis que sous la dalle du ruisseau, et puis on était à l'étroit. Mais le soldat de plomb fut inébranlable. Il resta tout de son long, l'arme au bras. Le poisson s'agita, se livra aux mouvements les plus désordonnés. Il finit par rester tout à fait immobile, et il fut traversé comme par un éclair. La lumière brilla tout à fait claire, et quelqu'un s'écria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu, et monté à la cuisine, où la bonne l'avait ouvert avec un grand couteau. Entre ses deux doigts, elle prit le soldat par la taille et le porta au salon, où tout le monde voulait voir un homme si remarquable qui avait circulé dans le ventre d'un poisson. Mais le soldat de plomb n'était pas fier du tout. On le posa sur la table et, comme ce qui arrive en ce monde peut être bizarre, le soldat de plomb se trouva dans le même salon où il avait déjà été. Il vit les mêmes enfants, et les jouets étaient sur la table. Il revit le délicieux château avec la gentille petite danseuse. Elle se tenait toujours sur une seule jambe et avait l'autre haut en l'air. Elle aussi était inébranlable. Le soldat de plomb en fut ému. Il fut sur le point de pleurer. Mais ce n'était pas concevable. Il la regarda, mais ce n'était pas convenable. Il la regarda, et elle le regarda, mais il ne dit rien. Soudain, l'un des petits garçons prend le soldat et le jette dans le poêle, sans donner aucun motif. C'était sûrement la faute du troll de la tabatière. Le soldat de plomb fut tout ébloui et ressentit une chaleur effroyable, mais cela venait-il vraiment du feu ou bien de l'amour? Il ne le savait pas. Ses couleurs s'étaient effacées. Était-ce arrivé par le fait du voyage ou par le chagrin? Personne ne pouvait le dire. Il se sentait fondre, mais se tenait encore inébranlable, l'arme au bras. Alors une porte fut ouverte. Le vent s'empara de la danseuse qui s'envola comme une sylphide vers le poêle, auprès du soldat de plomb. Elle s'enflamma et disparut. Puis le soldat de plomb fondit en un petit pâté, et lorsque la bonne, le lendemain, enleva les cendres, elle le trouva comme un petit cœur de plomb. De la danseuse, il ne restait que la paillette, et elle était noire comme charbon. C'est la fin de ce conte. Je me bois un petit coup et j'enchaîne avec un troisième conte, on a le temps. Ça va, ça va. J'ai lu assez vite, je crois. Je crois que j'ai eu un débit un peu rapide sur la lecture là, pour le moment. J'espère que c'est pas trop dur à suivre, que ça reste compréhensible et agréable à vos oreilles. Je vais peut-être essayer de réduire un chouïa le débit pour le dernier conte.
On est parti. Les cygnes sauvages. Bien loin d'ici, au pays où s'enfuient les hirondelles quand nous avons l'hiver, habitait un roi qui avait 11 fils et une fille, Élisa. Les 11 frères, qui étaient princes, allaient à l'école avec une plaque sur la poitrine et un sabre au côté. Ils écrivaient sur des tables d'or avec des crayons de diamant, et ils apprenaient aussi bien qu'il s'agit de comprendre ou de savoir par cœur. On voyait tout de suite qu'ils étaient princes. Leur sœur Elisa était assise sur un petit tabouret de verre et avait un livre d'images qu'on avait acheté pour la moitié du royaume. Oh, ces enfants étaient bien traités, mais il ne devait pas toujours en être ainsi. Leur père, qui était roi de tout le pays, se remaria avec une reine méchante qui n'aima pas du tout les pauvres enfants. Ils purent s'en apercevoir dès le premier jour. Comme il y avait grande fête au château, les enfants jouaient à recevoir des visites. Mais au lieu de leur donner, comme d'habitude, tous les gâteaux et les pommes cuites que l'on pouvait trouver, elle ne leur donna que du sable dans une tasse de thé et leur dit de faire comme si c'était bon. La semaine suivante, elle plaça la petite sœur Elisa chez des paysans à la campagne, et elle ne tarda pas à en faire tant à croire au roi sur les pauvres princes qu'il ne se soucia plus de le moins du monde. Envolez-vous dans le monde, et gardez-vous vous-même, dit la méchante reine. Envolez-vous comme de grands oiseaux, mais sans voix. Elle ne put cependant pas rendre cela aussi vilain qu'elle l'aurait voulu. Ils devinrent 11 superbes cygnes sauvages. Avec un cri singulier, ils s'envolèrent par les fenêtres du château au-dessus du parc et de la forêt. Ce fut le matin, de très bonne heure, qu'ils arrivèrent à l'endroit où leur sœur Elisa était couchée et dormait dans la maison du paysan. Ils planèrent au-dessus du toit, tournèrent leurs longs coups et battirent des ailes, mais personne ne le vit ni ne l'entendit. Ils durent repartir, volant haut près des nuages, loin, dans le vaste monde. Ils volèrent ainsi dans une grande forêt sombre qui s'étendait jusqu'à la côte. La pauvre petite Elisa était dans la salle du paysan et jouait avec une feuille verte. Elle n'avait pas d'autre jouet. Elle piqua un trou dans la feuille, regarda le soleil au travers, et il lui sembla voir les yeux clairs de ses frères, et chaque fois que les chauds rayons du soleil luisaient sur ses joues, elle pensait à leur baiser. Les jours se succédaient, monotones. Si le vent soufflait à travers la haie de rosiers devant la maison, elle murmurait aux roses « Qui peut être plus beau que vous ?» Mais les roses branlaient la tête et disaient « C'est Élisa !» Et quand la vieille femme, le dimanche, était assise à sa porte et lisait son psautier, le vent tournait les pages et disait au livre « Qui peut être plus pieux que toi ?»« C'est Élisa !» disait le psautier, et ce que disaient les roses et le psautier, c'était la pure vérité. Lorsqu'elle eut 15 ans, elle dut rentrer chez elle. Et quand la reine eut vu comme elle était belle, elle en fut courroucée et lui voua sa haine. Volontiers, elle l'aurait transformée en cygne sauvage, comme ses frères, mais elle n'osa le faire tout de suite, car le roi désirait voir sa fille. Le matin, de bonne heure, la reine alla au bain, qui était construite en marbre et ornée de coussins moelleux et de superbes tentures, et elle prit 3 crapauds, les baisa, et elle dit à l'un « Pose-toi sur la tête d'Élisa, quand elle entrera dans l'eau afin qu'elle devienne aussi gourde que toi. »« Pose-toi sur son front, dit-elle au second, afin qu'elle devienne aussi laide que toi et que son père ne la reconnaisse pas. »« Repose-toi sur son cœur, murmura-t-elle au troisième, afin qu'elle devienne méchante et en éprouve le tourment. » Et elle mit les crapauds dans l'eau claire, qui prit aussitôt une teinte verte, puis appela Élisa, la déshabilla, et la fit descendre dans l'eau, et au moment où la jeune fille s'y plongea, l'un des crapauds se posa sur ses cheveux, le second sur son front, et le troisième sur sa poitrine, mais Élisa ne parut pas du tout s'en apercevoir. Aussitôt qu'elle sortit de l'eau, 3 coquelicots surnagèrent à la surface. Si les animaux n'avaient pas été venimeux et baisés par la sorcière, ils auraient été muets en églantines. Mais ils devinrent tout de même fleurs pour avoir reposé sur la tête et le cœur d'Élisa. Elle était trop pieuse et innocente pour que la magie eût pouvoir sur elle. Lorsque la méchante reine vit cela, elle se mit à la frotter avec du broc de noix, qui la rendit brun foncé, oignit son visage avec un onguent puant, et lui emmêla les cheveux. Il était impossible de reconnaître la belle Élisa. Aussi, lorsque son père la vit, il fut épouvanté, et dit que ce n'était pas sa fille. Personne ne voulut la reconnaître, sauf le chien de garde et les hirondelles, mais c'étaient là de pauvres bêtes qui n'avaient rien à dire. Alors la malheureuse Élisa pleura et pensa à ses 11 frères qui étaient déjà partis.
Toute triste, elle se faufila hors du château, marcha toute la journée à travers champs et marais, et entra dans la grande forêt. Elle ne savait pas du tout où elle irait, mais elle se désolait et regrettait ses frères. Ils étaient sûrement aussi, comme elle, chassés et errants dans le monde. Elle voulait les chercher et les trouver. Elle n'était que depuis peu de temps dans la forêt quand la nuit tomba. Elle était loin de toute route et de tout sentier. Elle s'étendit sur un doux lit de mousse, récita sa prière du soir et appuya sa tête sur une souche. Tout était calme, l'air était léger, et tout autour, dans l'herbe et sur la mousse, plus de 100 vers luisants brillaient comme un feu vert. Lorsque sa main touchait une des branches, les lumineux insectes tombaient sur elle comme des étoiles filantes. Toute la nuit, elle rêva de ses frères. Ils jouaient de nouveau comme en leur enfance, écrivaient sur des tables d'or avec des crayons de diamant et feuilletaient le magnifique livre d'images qui avait coûté la moitié du royaume. Mais sur les tables, ils n'écrivaient plus, comme autrefois, seulement des zéros et des traits, non, mais les hardis exploits qu'ils avaient accomplis, tout ce qui leur était arrivé, ce qu'ils avaient vu. Et dans le livre d'images, tout était vivant. Les oiseaux chantaient, et les gens sortaient du livre et parlaient à Elisa et à ses frères. Mais lorsqu'elle tournait la page, ils se remettaient vite en place afin de ne pas embrouiller les images. Lorsqu'elle se réveilla, le soleil était déjà haut. Elle ne pouvait pas le voir, les grands arbres étendaient au-dessus d'elle leurs branches touffues, mais ses rayons jouaient comme une floraison d'or. La verdure était embaumée, les oiseaux semblaient vouloir se poser sur les épaules d'Elisa. Elle entendit l'eau clapoter, il y avait beaucoup de sources qui tombaient toutes dans un étang dont le fond de sable était ravissant. Des buissons épais, il est vrai, l'entouraient, mais à un endroit, les cerfs avaient percé une large ouverture, par où Elisa vint au bord de l'eau, qui était aussi claire que si le vent n'avait pas agité les branches et les buissons. Elle aurait dû les croire peints au fond, tellement chaque feuille se reflétait nettement, aussi bien celle que le soleil éclairait que celle qui était tout à fait dans l'ombre. Aussitôt qu'elle vit son visage, elle fut effrayée, tant elle le trouva brun et laid, mais lorsqu'elle eut mouillé sa petite main et frotté ses yeux et son front, la peau blanche reparut. Alors elle se dépouilla de tous ses vêtements et entra dans l'eau fraîche. Il n'y avait pas en ce monde plus délicieux enfant royal. Après s'être rhabillée, et avoir tressé ses longs cheveux, elle gagna la source jaillissante, y but dans le creux de sa main, et continua sa marche à travers la forêt sans savoir où elle allait. Elle pensait à ses frères, elle pensait au bon Dieu, qui certainement ne l'abandonnerait pas. Il faisait pousser les pommiers sauvages pour nourrir les affamés. Il lui montra un tel arbre aux branches courbées par les fruits, c'est là qu'elle prit son repas. Elle étaya les branches et s'en alla dans la partie la plus sombre de la forêt. Le silence y était tel qu'elle entendait ses propres pas, entendait chaque petite feuille sèche qui craquait sous son pied. On ne voyait pas un oiseau, et aucun rayon de soleil ne pouvait percer à travers l'épais feuillage. Les hauts troncs étaient si rapprochés qu'à regarder droit devant elle, il lui semblait que cette barrière de poutres serrées les unes contre les autres l'encerclait. Jamais elle n'avait eu l'idée d'une pareille solitude. La nuit fut noire. Pas le moindre petit ver luisant ne brilla sur la mousse. Toute triste, elle s'étendit pour dormir. Alors elle crut voir les branches des arbres s'écarter au-dessus d'elle, et notre Seigneur la regarder avec des yeux très doux, et de petits anges, au-dessus de sa tête et sous ses bras, jetaient un coup d'œil. Lorsqu'elle se réveilla le matin, elle ne savait pas si elle avait rêvé ou si c'était réellement ainsi. Elle fit quelques pas, et rencontra une vieille femme qui portait des baies dans son panier, et lui en offrit. Élisa lui demanda si elle n'avait pas vu 11 princes chevaucher dans la forêt. Non, dit la vieille, mais j'ai vu hier 11 cygnes avec des couronnes d'or sur leurs têtes nager vers la rivière tout près d'ici. Et elle conduisit Élisa un peu plus loin sur une pente au pied de laquelle serpentait une rivière. Les arbres qui étaient sur ses bords étendaient leurs grandes branches verdoyantes les uns vers les autres, et lorsque leur taille naturelle ne leur permettait pas de se rejoindre, ils avaient arraché de la terre leurs racines et se penchaient sur l'eau, leurs branches entremêlées. Élisa dit adieu à la vieille et longea la rivière jusqu'à l'endroit où elle atteignait le large rivage ouvert. Toute l'admirable mer s'étendait devant la jeune fille. Mais pas une voile ne se montrait au large, on ne voyait pas une barque, comment pourrait-elle aller plus loin? Elle considéra les innombrables petits cailloux de la rive, l'eau les avait tous polis et arrondis. Verre, pierre, fer, tout ce qui avait été jeté par le flot avait pris forme sous l'action de l'eau, qui est pourtant beaucoup plus douce que la main délicate d'Élisa.
L'eau continue inlassablement à rouler, se dit-elle, et ce qui est dur s'assouplit. Je veux être tout aussi inlassable. Merci pour la leçon que vous donnez, ô claire vague roulante. Un jour, mon cœur me le dit, vous me porterez vers mes chers frères. Sur le varech jeté à la côte se trouvaient 11 plumes blanches de cygne. Elle les assembla en un bouquet. Il y avait sur elles des gouttes d'eau, on ne pouvait voir si c'était de la rosée ou des larmes. Le rivage était solitaire, mais elle ne le sentait pas, car la mer présente une étonnante diversité. En quelques heures, elle offre plus d'aspects différents que n'en peuvent montrer des lacs en toute une année. S'il survenait un grand nuage noir, la mer avait l'air de dire « Moi aussi je peux avoir sombre mine », et alors le vent soufflait, et les vagues montraient une crête blanche. Et si les nuages se coloraient en rose, et si le vent dormait, la mer était comme un pétale de rose. Tantôt elle était verte ou blanche, mais si paisible qu'elle fût, toujours il y avait quelque mouvement sur ses bords. L'eau se soulevait légèrement, comme la poitrine d'un enfant qui dort. Lorsque le soleil fut sur le point de se coucher, Elisa vit voler vers la terre 11 cygnes qui portaient des couronnes d'or sur leur tête. Ils planaient à la queue leu, on aurait dit un long ruban blanc. Elisa se leva sur la colline et se cacha derrière un buisson. Les cygnes descendirent près d'elle et battirent de leurs grandes ailes blanches. Au moment où le soleil tomba au-dessous de la mer, leur aspect de cygne disparut soudain, et il y eut là 11 charmants princes, les frères d'Elisa. Elle poussa un grand cri, car bien qu'ils fussent très changés, elle savait que c'était eux, sentait que ce devait être eux. Et elle sauta dans leurs bras, les appela par leur nom, et ils furent tout heureux de voir et de reconnaître leur petite sœur qui était devenue grande et ravissante. Ils rirent et ils pleurèrent, et ils eurent bientôt compris combien leur belle-mère avait été méchante pour eux tous. Nous, tes frères, dit l'aîné, nous volons, comme des cygnes sauvages, tant que le soleil est au ciel. Quand il est descendu, nous prenons notre forme humaine. Aussi devons-nous toujours faire attention d'avoir au moment du coucher du soleil où poser le pied, car si nous volons à ce moment-là dans les nuages, nous serons en qualité d'hommes précipités dans l'abîme. Nous n'habitons pas ici. De l'autre côté de la mer est un autre pays aussi beau que celui-ci, mais le chemin pour y aller est long. Il nous faut traverser la grande mer, et sur notre parcours il n'y a pas d'île où passer la nuit, seulement un petit rocher isolé au milieu. Il est juste assez grand pour que nous puissions nous y reposer les uns contre les autres. Si la mer est forte, l'eau jaillit haut au-dessus de nous, mais tel qu'il est, nous remercions Dieu pour ce rocher. Nous y passons la nuit sous notre forme humaine. Sans lui, nous ne pourrions jamais rendre visite à notre cher pays, car il nous faut pour le voyage 2 des plus longs jours de l'année. Une seule fois dans l'année, il nous est permis de venir dans le pays de nos pères. Nous pouvons y rester 11 jours et voler au-dessus de cette grande forêt, d'où nous pouvons apercevoir le château où nous sommes nés et qu'habite notre père. Nous voyons la haute tour de l'église, où notre mère est enterrée. Il nous semble qu'ici les arbres et les buissons nous sont familiers, les chevaux sauvages y courent sur les plaines, comme nous l'avons vu dans notre enfance. Le charbonnier y chante les vieilles chansons sur lesquelles nous dansions, enfants. C'est notre patrie. Nous sommes attirés ici, et nous t'y avons trouvé, chère petite sœur. Oh, chère petite sœur, nous pouvons rester ici encore 2 jours. Ensuite, il nous faudra voler au-dessus de la mer pour aller dans un beau pays, mais qui n'est pas notre pays. Comment pourrons-nous t'emmener ? Nous n'avons ni vaisseau, ni barque. Comment est-ce que je pourrais vous sauver ? Dit la sœur, et ils causèrent ensemble presque toute la nuit. On ne dormit que quelques heures. Elisa se réveilla au bruit des ailes de cygne qui s'agitaient au-dessus d'elle. Les frères étaient de nouveau muets et décrivaient de grands cercles, et finalement volèrent bien loin, mais l'un d'eux, le plus jeune, resta. Et le cygne posa la tête sur les genoux d'Elisa, qui lui caressa ses ailes blanches. Toute la journée, ils furent ensemble. Vers le soir, les autres revinrent, et lorsque le soleil fut couché, ils reprirent leur forme naturelle. Demain, nous nous envolons d'ici pour ne plus revenir avant 1 an, mais nous ne pouvons pas t'abandonner ainsi. As-tu le courage de venir avec nous ? Mon bras est assez fort pour te porter dans la forêt. N'aurions-nous pas tous les ailes assez fortes pour voler avec toi au-dessus de la mer ? Oui, emmenez-moi, dit Elisa. Ils passèrent toute la nuit à fabriquer un filet avec la souple écorce du bouleau et les joncs résistants, et ce fut grand et solide. Elisa s'y étendit, et lorsque le soleil se montra et que les frères furent muets en cygnes sauvages, ils saisirent le filet avec leur bec et s'envolèrent vers les nuages avec la chère sœur qui dormait encore.
Les rayons du soleil lui tombaient en plein dans la figure, aussi l'un des cygnes alla voler au-dessus de sa tête, afin de lui donner l'ombre de ses larges ailes. Ils étaient loin de la terre quand Elisa se réveilla. Elle croyait encore rêver, tant cela lui parut étrange d'être portée au-dessus de la mer, haut à travers l'espace. À côté d'elle était une branche de jolies baies mûres et une botte de racines savoureuses. Le plus jeune des frères était allé les prendre et les avait déposés près d'elle, et elle lui sourit avec reconnaissance, car elle savait que c'était lui qui volait au-dessus de sa tête et l'ombrageait de ses ailes. Ils étaient si haut en l'air que le premier vaisseau qu'ils virent au-dessous d'eux leur paraissait une mouette blanche posée sur l'eau. Un grand nuage était derrière eux, il était comme une montagne, sur laquelle Élisa voyait l'ombre d'elle-même et des 11 cygnes, tellement ils étaient grands dans leur vol. C'était un tableau plus grandiose qu'elle n'en avait jamais vu. Mais à mesure que le soleil monta et que le nuage s'éloigna derrière eux, les ombres fantastiques s'effacèrent. Toute la journée, ils volèrent comme une flèche sifflant à travers l'air. Leur course était pourtant plus lente que d'habitude, parce qu'ils avaient leur sœur à porter. Un orage se forma, le soir approchait. Elisa voyait avec inquiétude le soleil baisser, sans que l'on pût encore apercevoir le rocher risolé au milieu de la mer. Il lui sembla que les cygnes faisaient des battements d'ailes plus vigoureux. Hélas, ce serait sa faute s'il n'arrivait pas assez vite. Quand le soleil serait tombé, il devait devenir homme, être précipité dans la mer et se noyer. Alors, du fond de son cœur, elle adressa une prière à notre Seigneur, mais elle n'aperçut encore aucun rocher. Le nuage noir se rapprochait, les fortes rafales annonçaient une tempête, les nuages s'assemblaient en une seule énorme vague menaçante qui s'avançait presque semblable à du plomb. Les éclairs n'arrêtaient pas. Et le soleil fut au bord de la mer. Élisa frémit en son cœur. Alors les cygnes descendirent si vite qu'elle crut tomber, mais ils planèrent de nouveau. Le soleil était à moitié sous l'eau. Elle aperçut enfin sous elle le petit rocher, qui n'avait pas l'air plus grand qu'un phoque sortant la tête de l'eau. Le soleil s'enfonçait vite. Voilà qu'il n'est pas plus grand qu'une étoile. À ce moment, elle toucha du pied le sol ferme. Le soleil s'éteignit comme la dernière étincelle d'un papier qui brûle. Elle vit ses frères debout autour d'elle, bras dessus, bras dessous. Mais elle n'y avait d'ailleurs place que juste pour eux et pour elle. La mer frappait le rocher et retombait sur eux en averse. Le ciel brillait d'un feu toujours flamboyant, et les coups de tonnerre grondaient sans cesse. Mes sœurs et frères se tenaient par la main et chantèrent un psaume, où ils puisèrent courage et réconfort. À l'aube, l'air fut calme et pur. Aussitôt le soleil levé, les cygnes quittèrent l'île et volèrent avec Élisa. La mer était encore agitée, il semblait, lorsqu'ils furent hauts en l'air, que l'écume blanche sur l'eau vert sombre étaient des millions de cygnes qui nageaient à la surface. Lorsque le soleil fut plus haut, Élisa vit devant elle, comme flottant dans l'air, un pays de montagnes avec des glaciers brillants parmi les rochers. Et au milieu de ce paysage s'étendait un château, sûrement long d'1 mille, avec de hardies colonnades superposées. Plus bas se balançaient des forêts de palmiers et des fleurs splendides, grandes comme des roues de moulin. Elle demanda si c'était la terre où elle devait aller, mais les cygnes branlèrent la tête, car ce qu'elle voyait n'était que le ravissant château nuageux, toujours changeant, de la fée Morgane. Il n'osait y mener aucun être humain. Élisa considérait ce tableau. Alors les montagnes, les forêts, le château s'écroulèrent, et elle vit se dresser 20 fières églises, toutes pareilles, avec de hautes tours et des fenêtres pointues. Il lui semblait entendre gronder l'orgue, mais c'était le bruit de la mer qui lui parvenait. Puis les églises se rapprochèrent, et elles devinrent toute une flotte qui naviguait au-dessous d'elle. Elle y regarda, et c'était simplement la brume courant à la surface de la mer. Elle avait ainsi sous les yeux un spectacle divers, puis elle vit enfin le pays même où elle se rendait. Là s'élevaient de charmantes montagnes bleues avec des forêts de cèdres, des villes, des châteaux. Longtemps avant le coucher du soleil, elle fut assise sur un rocher à l'entrée d'une grande grotte qui était couverte de plantes grimpantes vertes et fines. On aurait dit des tapis brodés. « Nous allons voir ce que tu vas rêver cette nuit, » dit le plus jeune frère en lui montrant sa chambre à coucher. « Puissais-je rêver comment je pourrais vous sauver ?» dit-elle. Cette pensée l'occupait sans cesse. Elle priait Dieu et implorait son aide. Même en dormant, elle continua sa prière. Alors il lui sembla qu'elle s'élevait haut dans les airs, jusqu'au château nuageux de la fée Morgane, et la fée venait au-devant d'elle, belle, éblouissante, et pourtant toute semblable à la vieille femme qui lui avait donné des baies dans la forêt, et lui avait parlé des cygnes aux couronnes d'or.
Tes frères peuvent être sauvés, dit-elle, mais as-tu du courage et de la persévérance? Il est vrai que l'eau de la mer est plus douce que tes mains délicates et qu'elle transforme pourtant les pierres dures. Mais elle ne ressent pas la douleur que tes doigts éprouveront. Elle n'a pas de cœur, ne connaît pas l'angoisse et les tourments qu'il te faudra subir. Vois-tu cette ortie que je tiens dans ma main? Il en pousse beaucoup autour de la grotte où tu dors. Seules sont utilisables celles-là, et celles qui poussent sur les tombes du cimetière. Retiens bien cela. Il faut que tu les cueilles, bien qu'elles doivent te brûler la peau et y faire des cloques. Écrase les orties avec tes pieds et tu auras du lin. Tu en tisseras et tailleras 11 côtes de mailles à longues manches. Tu jetteras ces côtes de mailles sur les 11 cygnes sauvages et la magie sera rompue. Mais rappelle-toi bien que dès l'instant où tu auras commencé ce travail, et jusqu'à ce qu'il soit achevé, même si cela doit prendre des années, tu ne dois pas parler. Le premier mot que tu prononceras ira, comme un poignard meurtrier, droit au cœur de tes frères. De ta langue dépend leur vie. Retiens bien tout cela. Et la fée passa l'ortie sur la main d'Élisa, qui fut ainsi réveillée. C'était comme un feu dévorant. Il faisait grand jour, et tout près de l'endroit où elle avait dormi se trouvait une ortie pareille à celle qu'elle avait vue en rêve. Alors elle tomba sur ses genoux, remercia notre Seigneur et sortit de la grotte pour se mettre au travail. De ses mains délicates, elle empoigna les vilaines orties. Elles étaient comme du feu. De grandes cloques lui brûlaient les mains et les bras, mais elle voulait bien endurer cela, pourvu qu'elle pût sauver ses chers frères. Elle écrasa les orties avec ses pieds et tordit le lin vert. Lorsque le soleil baissa, les frères arrivèrent et furent effrayés de la trouver si muette. Ils crurent que c'était une nouvelle magie de leur belle-mère. Mais quand ils virent ses mains, ils comprirent ce qu'elle faisait pour eux, et le plus jeune frère pleura, et à l'endroit où ses larmes tombaient, elle ne sentait plus de douleur. Les cloques brûlantes disparaissaient. Elle passa la nuit à son travail, car elle n'avait de cesse qu'elle n'eût sauvé ses chers frères. Toute la journée suivante, pendant que les cygnes étaient partis, elle resta dans sa solitude, mais jamais le temps ne s'était écoulé si vite. Déjà une côte de maille était achevée. Elle commença la seconde. Le corps de chasse sonna dans les montagnes. Elle fut très inquiète, le bruit se rapprocha. Elle entendit les chiens aboyer. Effrayée, elle se réfugia dans la grotte, lia les orties qu'elle avait cueillies et s'érançait en un ballot, et s'assit dessus. À ce moment arriva un grand chien, bondissant du hallier, et aussitôt après un autre, et encore un. Ils aboyaient très fort, s'éloignaient en courant et revenaient. En quelques minutes, tous les chasseurs furent devant la grotte, et le plus beau d'entre eux était le roi du pays. Il s'avança vers Élisa. Jamais il n'avait vu fille plus belle. Comment es-tu venue ici, charmante enfant? Dit-il. Élisa branla la tête, elle n'osait pas parler. Le salut et la vie de ses frères étaient en jeu. Et elle cacha ses mains sous son tablier pour que le roi ne vît pas combien elle devait souffrir. Viens avec moi, dit-il. Il ne faut pas que tu restes ici. Si tu es bonne autant que tu es belle, je t'habillerai de soie et de velours. Je mettrai la couronne d'or sur ta tête, et tu habiteras mon plus magnifique château. Et il l'enleva pour la mettre sur son cheval. Elle pleura, se tordit les mains, mais le roi dit « Je ne veux que ton bonheur, tu me remercieras un jour de ce que je fais. » Et il partit dans les montagnes, en la tenant devant lui sur le cheval, et les chasseurs couraient derrière. Lorsque le soleil se coucha, la superbe ville royale était devant eux, avec ses églises et ses coupoles, et le roi conduisit Élisa au château, où de grands jets d'eau jaillissaient dans les hautes salles de marbre, où les murs et le plafond étaient couverts de splendides peintures. Mais à cela, elle ne prêtait pas attention. Elle pleurait et se désolait. Elle laissa de bon gré les femmes l'habiller de vêtements royaux, lui natter les cheveux en les parant de perles, et mettre des gants souples à ses mains douloureuses. Une fois dans toute sa pompe, elle parut d'une beauté si resplendissante que toute la cour s'inclina encore plus profondément devant elle, et le roi l'élut pour sa fiancée. Bien que l'archevêque branlât la tête et murmura que cette belle fille des bois était sûrement une sorcière, elle éblouissait tous les yeux et séduisait le cœur du roi. Et le roi n'écouta pas l'archevêque. Il fit apporter les mets les plus rares, voulut de la musique, et la danse des plus jolies filles autour d'Élisa, qui fut conduite à travers des jardins embaumés dans des salles superbes. Mais pas un sourire ne lui vint aux lèvres, ou ne parut dans ses yeux. La douleur y était installée comme leur propriété perpétuelle. Puis, le roi ouvrit une petite chambre à côté de celle où elle devait dormir.
La pièce était ornée de précieux tapis verts et ressemblait tout à fait à la grotte où on l'avait trouvée. Par terre était le ballot de lin qu'elle avait filé avec les orties, et sous le plafond pendait la côte de maille qui était achevée. L'un des chasseurs avait emporté tout cela, comme une curiosité. Ici, tu pourras rêver que tu es revenu dans ta demeure précédente, dit le roi. Voici l'ouvrage qui t'y occupait. Maintenant, au milieu de tout ton luxe, cela t'amusera de repenser à ce temps-là. Lorsque Elisa vit cela, qui lui tenait tant à cœur, un sourire joua sur ses lèvres et le sang lui revint aux joues. Elle pensa au salut de ses frères, baisa la main du roi, qui la pressa sur son cœur, et fit annoncer par toutes les cloches d'église les fêtes du mariage. La charmante fille muette de la forêt serait la reine du pays. Alors l'archevêque souffla des paroles méchantes à l'oreille du roi, mais elles ne pénétrèrent pas dans son cœur. La noce devait avoir lieu. L'archevêque dut poser lui-même la couronne sur la tête de la mariée. Sa malveillance lui fit enfoncer fortement le cercle étroit sur le front d'Élisa, au point de lui faire mal. Mais un poids plus lourd pesait sur son cœur. C'était sa douleur à cause de ses frères. Elle ne sentit pas la souffrance physique. Ses lèvres étaient muettes, un seul mot coûterait la vie à ses frères, mais ses yeux témoignaient d'un profond amour pour le beau et bon roi qui faisait tout pour lui être agréable. De tout son cœur, elle l'aima de jour en jour davantage. Oh, si elle avait pu se confier à lui et lui dire son tourment. Mais muette elle devait être, muette elle devait achever son ouvrage. C'est pourquoi elle se glissait la nuit hors du lit, et le quittait pour aller dans la petite pièce décorée comme la grotte, et elle tricotait une côte de maille après l'autre. Mais quand elle en fut à la 7e, elle n'eut plus de lin. Elle savait qu'au cimetière poussaient les orties dont elle devait se servir, mais il fallait qu'elle les cueillît elle-même. Comment pourrait-elle se rendre là-bas? Oh, qu'est-ce que la douleur de mes doigts, comparée au tourment que je souffre en mon cœur, songeait-elle. Il faut que je l'ose. Notre Seigneur ne m'abandonnera pas. Avec une angoisse telle que si elle eût commis une mauvaise action, elle descendit sans bruit, par une nuit de clair de lune, dans le jardin, parcourut les longues allées, sortit dans les rues solitaires, parvint au cimetière. Là, elle vit, sur une des plus larges pierres tombales, un groupe de lamies, affreuses sorcières qui se dépouillèrent de leurs haillons, comme si elles voulaient se baigner, et se mirent à creuser avec leurs longs doigts maigres dans les tombes récentes, sortirent les cadavres et en mangèrent la chair. Élisa dut passer tout près d'elle, et elles la fixèrent de leurs yeux méchants, mais la jeune femme récita sa prière, ramassa un paquet de brûlantes orties et rentra au château. Une seule personne l'avait vue, l'archevêque. Il était debout quand les autres dormaient. Son opinion se trouvait donc désormais confirmée. La reine n'était pas telle qu'il aurait fallu. Elle était une sorcière, et c'est pourquoi elle avait séduit le roi et tout le peuple. Dans le confessionnal, l'archevêque dit au roi ce qu'il avait vu, et qu'il craignait. Et lorsque les dures paroles furent prononcées par sa bouche, les saints de bois sculptés branlèrent la tête comme pour dire « Ce n'est pas vrai, Élisa est innocente !» Mais l'archevêque l'interpréta autrement. Il pensait que les saints témoignaient contre elle, qu'il branlait la tête à cause de son péché. Alors 2 lourdes larmes coulèrent sur la joue du roi, il rentra chez lui avec le doute dans son cœur. Il fit semblant de dormir la nuit, mais le sommeil paisible n'appesantit pas ses yeux. Il s'aperçut qu'Élisa se leva, et chaque nuit il en fut de même, et chaque fois il la suivit sans bruit, et vit qu'elle disparaissait dans sa petite pièce à côté. De jour en jour, sa mine s'assombrit. Élisa le remarqua, mais ne comprit pas pourquoi. Elle en fut inquiète, et souffrit en son cœur pour ses frères. Sur les vêtements royaux de pourpre et de velours coulèrent ces larmes salées. Elles y restaient comme des diamants étincelants, et toutes celles qui voyaient cette somptuosité souhaitaient être reines. Mais elle allait être bientôt au bout de son ouvrage. Il ne manquait plus qu'une côte de maille. Seulement, elle n'avait plus de lin, et plus une seule ortie. Elle devait donc retourner une fois, la dernière, au cimetière, et y cueillir quelques poignées d'orties. Elle frémit à la pensée de cette course solitaire et des effroyables lamis, mais elle avait une ferme volonté et confiance en notre Seigneur. Élisa y alla, mais le roi et l'archevêque la suivirent. Ils la virent disparaître par la grille d'entrée du cimetière, et lorsqu'ils s'en approchèrent, les lamis étaient sur la pierre tombale où Élisa les avait vus, et le roi s'en retourna, car il s'imaginait Élisa parmi ces sorcières, elle, dont la tête avait reposé ce soir encore sur sa poitrine. « Il faut que le peuple la juge, dit-il, et le peuple la condamna à être brûlée dans les flammes rouges. Des superbes salles royales, elle fut menée dans un caveau sombre et humide, où le vent sifflait par la fenêtre à barreaux.
Au lieu de velours et de soie, on lui donna le paquet d'orties qu'elle avait ramassé. Elle pourrait y poser sa tête. Les dures côtes de mailles qu'elle avait tricotées serviraient de matelas et de couverture. Mais on ne pouvait rien lui offrir qui lui fût plus agréable. Elle se remit au travail et adressa une prière à Dieu. Au dehors, les gamins des rues chantaient des épigrammes sur elle. Pas une âme ne la réconfortait d'une parole affectueuse. Vers le soir, une aile de cygne s'agita contre les barreaux. C'était le plus jeune des frères qui avait trouvé sa sœur, et elle sanglota de joie, bien qu'elle sût que la nuit qui allait peut-être venir serait la dernière qu'elle avait à vivre. Mais son ouvrage était presque achevé maintenant, et ses frères étaient là. L'archevêque vint passer auprès d'elle la dernière heure. Il l'avait promise au roi. Mais elle branla la tête, invita par ses regards et ses gestes l'archevêque à s'en aller, car elle devait terminer son travail dans la nuit, sans quoi tout était inutile, tout, souffrance, larmes et nuits sans sommeil. L'archevêque partit en proférant contre elle de vilaines paroles, mais la pauvre Élisa savait qu'elle était innocente, et elle continua sa besogne. Les petites souris couraient sur le sol. Elle traînait les orties à ses pieds pour l'aider au moins un peu, et le merle se posa devant les barreaux de la fenêtre et siffla toute la nuit le plus gaiement qu'il put, afin qu'elle ne perdît pas courage. L'aube s'annonçait seulement. Le soleil ne devait se lever qu'une heure plus tard, lorsque les 11 frères furent à la porte du château et demandèrent à être menés devant le roi. Mais on leur répondit que c'était impossible, qu'il faisait encore nuit, que le roi dormait, et qu'on ne pouvait pas le réveiller. Ils supplièrent, ils menacèrent, la garde vint, et le roi lui-même sortit et demanda ce que cela signifiait. À ce moment, le soleil parut, et il n'y eut plus de frères visibles, mais 11 cygnes blancs s'envolèrent au-dessus du château. Tout le peuple accourut à la porte de la ville. On voulait voir brûler la sorcière. Une haridelle traînait la charrette où on l'avait mise. On lui avait donné un sarrau de toile grossière. Ses beaux cheveux pendaient dénoués autour de sa jolie tête. Ses joues étaient blêmes, ses lèvres remuaient légèrement, tandis que ses doigts tordaient le lin vert. Même en route pour mourir, elle ne lâchait pas l'ouvrage commencé. Les 10 côtes de maïs étaient à ses pieds. Elle tricotait la 11e. Le peuple l'insultait. Regardez la sorcière comme elle marmonne. Ce n'est pas un psautier qu'elle tient à la main, c'est sa sale magie qui l'occupe. Arrachez-lui ça des mains. Et il se poussait vers elle et voulait le lui enlever. Alors arrivèrent en volant 11 cygnes blancs, qui se posèrent en cercle autour d'elle sur la charrette et battirent des ailes. La foule épouvantée recula. C'est un signe du ciel. Elle est sûrement innocente, murmurèrent beaucoup de gens, mais ils n'osaient pas le dire tout haut. À ce moment, le bourreau la prit par la main, alors elle jeta rapidement les 11 côtes de mailles sur les cygnes, et l'on vit 11 charmants princes. Mais le plus jeune avait une aile de cygne à la place d'un de ses bras, parce qu'il manquait une manche à sa côte de maille. Élisa n'avait pu l'achever. Maintenant je peux parler, dit-elle. Je suis innocente. Et le peuple, voyant ce qui était arrivé, s'inclina devant elle comme devant une sainte, mais elle tomba inanimée entre les bras de ses frères, tellement l'attente, l'angoisse et la douleur l'avaient épuisée. Oui, elle est innocente, dit le frère aîné, et il raconta toute l'histoire, et à mesure qu'il parlait se répandait un parfum comme de millions de roses, car chaque rameau du bûcher avait pris racine et poussé des branches. Il y avait là un buisson embaumé, haut et grand, avec des roses rouges. Tout en haut était une fleur d'un blanc éclatant, qui luisait comme une étoile. Le roi l'accueillit et la posa sur la poitrine d'Élisa, et alors elle se réveilla, le cœur paisible et plein de béatitude. Et toutes les cloches des églises sonnèrent d'elles-mêmes, et les oiseaux arrivèrent par grandes troupes. Le retour au château fut un cortège de noces, tel qu'aucun roi n'en avait encore jamais vu. Et c'est la fin du conte Les cygnes sauvages. Ça sera donc également la fin du live du jour. Hop. Nous passons à l'outro, les amis. Merci, Zikael, si tu es toujours parmi nous, d'avoir resub pour un 74e mois d'abonnement. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et du coup, ça y est. La forme, bah écoute, pas mal. Même en ce moment, ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal en ce moment, ouais.
J'ai du mal à qualifier exactement pourquoi. Comme j'en parlais en début de live, en ce moment, je taffe sur un projet qui me hype pas mal, je crois. Et du coup, ça m'aide à aller bien. Et toi, comment ça va? Et écoutez, j'ai bien aimé les contes qu'on a lus aujourd'hui. Je pense, en termes de préférence personnelle, que j'ai préféré l'inébranlable soldat de plomb et le costume neuf de l'empereur par rapport aux signes sauvages pour une raison très simple, c'est que les signes sauvages étaient beaucoup plus longs et presque il y avait tellement d'éléments de conte que je trouvais que ça faisait presque comme si c'était un conte fleuve qui englobait plusieurs contes. Hmm, je pense qu'il y aurait moyen d'écrire des contes qui soient très longs et qui soient très, très sympas, très agréables et ainsi de suite. Mais là, je trouve que sur les signes sauvages, ça marche un peu moins. Alors après, ça restait cool, hein, globalement, j'ai bien aimé les trois. Mais je crois que j'ai préféré quand même la brièveté des deux premiers, je trouve que ça les rend plus efficaces. Parce qu'en fait, avec le style d'écriture d'Andersen, précisément, c'est tellement... il y a tellement d'éléments merveilleux, il y a tellement d'éléments merveilleux, que le fait de faire une histoire très longue, euh, ça... Comment dire? T'as l'impression que du coup, les transitions entre les différentes péripéties ne sont que des éléments merveilleux et ça perd un peu de puissance, je trouve. Euh, mais après, c'est une manière très mentale, j'allais dire, de penser les transitions, très utilitaire, entre guillemets. En soi, on peut se laisser prendre par le voyage et juste admirer les merveilles qui nous sont proposées. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir quand même moins accroché. En fait, les signes sauvages, j'ai l'impression que arrivé aux trois quarts à peu près, aux deux tiers, trois quarts, je me suis un peu lassé. J'étais en mode bon, elle va où cette histoire? Quand est-ce que ça se termine, quoi? Il y a un peu un truc comme ça. Après, ouais, elle reste sympa quand même, mais c'est un peu la réflexion que je me suis faite. Les deux premières, j'ai trouvé très drôles, notamment les habits neufs du roi, enfin de l'empereur. Le costume neuf de l'empereur, pardon. J'ai trouvé ça très drôle. Globalement, j'ai vraiment beaucoup aimé ces contes parce que je trouve qu'ils ont euh, des tonnes d'éléments de ce qu'on s'imagine être un conte. Je trouve que bah, c'est une réflexion que je fais souvent en live, mais souvent quand on lit un peu les textes fondateurs, on va dire, on se rend compte de à quel point ça a façonné l'imaginaire, à quel point ça, ça a infusé dans l'imaginaire collectif, à quel point ça a marqué et ça a donné les codes de certains genres, en fait. Et là, moi, clairement, avec les trois qu'on vient de lire, j'ai eu plein d'images de Disney, j'ai eu plein d'images de Pixar, j'ai eu même des images de One Piece, par exemple, avec le soldat de plomb qui n'a qu'une jambe. Pour ceux qui se rappellent de Kyros, du personnage de Kyros dans One Piece. Donc en fait, moi là vraiment, il y avait plein d'éléments qui me faisaient penser à des dessins animés et un peu de la culture populaire moderne, on va dire. Et où on s'y retrouve très facilement, du coup, on s'y retrouve très facilement, c'est très agréable, et on voit directement l'affiliation, et on se dit, ah ok, ok, ces textes-là, ils sont quand même quelque part fondateurs, parce que vraiment, ils ont infusé, encore une fois, même si les contes à la base, une, euh, c'est plutôt du folklore quelque part, et c'est plutôt quoique, je sais pas si on peut dire que c'est vraiment du folklore. Bref, en tout cas, c'est plutôt une tradition orale, et qu'ensuite ça s'est fixé par certaines personnes, notamment Andersen. Mais, euh, mais ouais, on voit comment ça a décanté en fait. Et ça, je trouve ça trop intéressant. Euh, et même, par exemple, j'ai eu des réminiscences euh, de Mary Poppins. Et en fait, je trouve ça très fort. Je trouve ça très très fort parce que Andersen, il arrive
à faire aussi de la forme. Alors, comment je vais dire ça? Il arrive aussi à faire de la mise en scène. Par le style, il arrive à imprimer quelque chose de pictural et du coup, ça ne m'étonne pas du tout que ça ait été si bien retranscrit et autant retranscrit et réutilisé en dessin animé et autres supports, pictural, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, le style d'Andersen se prête vachement à ça. Il fait vachement attention aux descriptions des paysages, aux descriptions des couleurs, aux descriptions des lumières. Il met vachement l'accent sur ça, sur la nature globalement aussi. Et en fait, il a même des idées, je trouve, qui sont vachement... comment dire? Vachement... mince, comment on appelle ça? Prophétique presque. Vachement en avance sur son temps quelque part. Parce que ça ressemble à de la mise en scène de cinéma, de films, de dessins animés, etc. C'est pour ça que j'ai pensé à Mary Poppins. Quand il parle des images dans les livres d'images, je crois que c'était avec Les Signes Sauvages, quand il parle des images des livres d'images qui prennent vie, qui sortent des pages, la manière dont il en parle, la manière dont il décrit ça, c'est des effets spéciaux qu'on voit dans Mary Poppins. C'est l'imaginaire qui prend vie dans le réel. Enfin, et je trouve ça assez fou en fait. Et du coup, je comprends vraiment bien l'affiliation. Je trouve qu'il y a, ouais, je trouve qu'il y a un côté très pictural quelque part, très visuel dans l'œuvre d'Andersen, dans ce qu'on lit jusqu'à présent. Et sinon, une autre réflexion qui m'est venue sur ce qu'on vient de lire, c'est le nombre de similitudes. Alors après, forcément, les contes ont beaucoup de similitudes en réalité, mais entre les signes sauvages et Blanche-Neige, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. La reine qui est méchante, c'était quoi qui disait? C'était les roses, je crois. Les roses, le vent, etc. Enfin bref, plusieurs éléments qui donnent, qui disent d'Elisa que c'est la plus belle des enfants du royaume, en posant la question qui est la plus belle, etc. Enfin bref. Donc il y a vraiment beaucoup de points qui rappellent Blanche-Neige, je trouve. Euh, et puis ensuite qui rappelleront plus La Belle au bois dormant. Du coup, avec le métier à tisser, avec... Enfin, pas le métier à tisser, pardon. Avec... mince, c'est pas ça que je voulais dire. Attendez. Je crois que je suis en train de mélanger. C'est pas La Belle au bois dormant. Bref. Il y a plein de trucs qui m'ont fait penser à d'autres trucs. La phrase la plus brouillonne possible. Non, mais je trouve que c'était très réminiscent des contes les plus connus, en fait. Des contes les plus connus. Il y avait plein d'éléments qui étaient vraiment très proches des contes les plus connus. Il y a un peu tous les éléments qui sont là, quoi. Même les retournements à base de tout le monde se met du côté de la méchante, et puis au final, il y a la révélation, et tout le monde est en mode oh, mais en fait, c'est la gentille. Enfin, plein de trucs comme ça. Euh, Ouais, non, franchement, ça marchait vachement bien. Et je trouve qu'il y a. Enfin, je trouve ça assez fascinant en fait. Je trouve ça assez fascinant de voir comment ça a décanté, infusé sur toute la culture populaire. Bref, je commence à me répéter et à avoir du mal à articuler ma pensée. Donc je pense qu'il est temps de mettre fin à ce live. Bah écoute, petite chacha, si un jour tu as énormément de temps, je te conseille One Piece. Et si tu as un peu de temps, je te conseille Mary Poppins. Euh, Mais ouais, de toute façon, tu dois avoir des rêves, j'imagine, un peu de Disney, d'autres dessins animés, de Pixar et tout. Par exemple, encore une fois, hein, les jouets qui prennent vie, ça commence à faire plusieurs contes déjà dans ce recueil qu'on a des jouets qui prennent vie la nuit, etc. Il y a vraiment des trucs très marquants, quoi. J'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Euh,
ça me donne presque envie. Je vous avais dit que j'avais envie de passer peut-être à la lecture d'Eric et Enid. Mais c'est vrai que là, ça me donne presque envie de refaire encore une lecture de contes avant de changer. Je réfléchis. Lors du prochain live de lecture sur les contes, on lirait potentiellement Le Rossignol, Le Vilain Petit Canard, très connu également. Est-ce qu'on irait plus loin que ça ou est-ce que ça ferait trop de pages? Aujourd'hui, j'ai lu combien de pages? J'ai lu 79, bah, j'ai lu 30 pages. Donc, soit je lis jusqu'à la page 132 et ça veut dire que je lis uniquement Le Rossignol et Le Vilain Petit Canard. Soit je lis jusqu'à 143, ça veut dire que je lis aussi Le Sapin. Je pense qu'on fera ça. Ça fera un live un peu plus long. Peut-être qu'il faudra que je fasse une pause à un moment dans ma lecture. Mais je pense que la prochaine fois, on lira Le Rossignol, Le Vilain Petit Canard et Le Sapin. Comme ça, on a 3 contes. Parmi ces 3 contes, on a Le Vilain Petit Canard qui est très connu et Le Rossignol et Le Sapin qui le sont beaucoup moins. Et comme ça, ensuite, on part sur Eric et Enid. Et quand on reviendra au conte d'Andersen, on enchaînera avec La Reine des Neiges. Et je pense que c'est pas mal. Et je pense que c'est pas mal de reprendre les contes avec La Reine des Neiges. Conte que je connais très très mal pour le coup. J'ai pas vu le Disney perso. Donc assez impatient de découvrir ça. Et d'ailleurs, c'est marrant aussi le fait que Andersen soit danois. Si je dis pas de bêtises, il vient du Danemark. C'est bien ça, oui, voilà. Le fait que Andersen soit danois, j'aime beaucoup parce que du coup, ça a introduit par petites touches à certains endroits de ses contes le fait qu'il y ait des icebergs, le fait qu'il y ait des morceaux de glace dans l'eau, etc. Bref. Et je trouve que c'est un imaginaire, enfin en tout cas personnellement, c'est pas un imaginaire que je relis d'instinct au conte. Et pourtant, c'est un imaginaire qui peut être très très joli et qui peut justement donner de très belles images merveilleuses avec le conte, puisque les icebergs sur l'eau, encore une fois, c'est très pictural, c'est très visuel avec les lumières, avec les lueurs, avec les nuances de couleurs, etc. Je trouve que ça apporte quelque chose. C'est vrai que j'ai pas tellement cette image, moi, personnellement, de rattacher le genre du conte à ce genre de paysage. Et en fait, ça match ultra bien, je trouve. Bah écoute, si vraiment tu veux donner sa chance à One Piece malgré tout, en ce moment, il y a le live action sur Netflix, que je trouve personnellement excellentissime. Je trouve que... Alors j'ai moins aimé la saison 2 que la saison 1, perso. Mais je trouve que c'est très cool. C'est très très cool. Et je trouve que... Je pense que j'en avais déjà parlé en live. Je trouve que c'est la meilleure adaptation qu'il pouvait faire de One Piece. C'est-à-dire que, évidemment, que One Piece en manga, c'est 1000 fois meilleur, à mon sens. Euh, mais je vois pas comment ils auraient pu faire mieux en adaptant. Et je trouve que c'est une adaptation très correcte. Et même très agréable à mater. Après, moi j'avoue que One Piece, je suis gaga, donc je suis aussi peut-être un peu biaisé. Et ouais, Mary Poppins, franchement, c'est un film qui passe très très bien. Moi j'aime beaucoup Mary Poppins. Je l'avais revu il y a quelques années et j'avais tout autant adoré que lorsque j'étais enfant. J'aime beaucoup. Supercalifragilisticexpialidocious. Chum cheminé, chum cheminé, chum chum chéro. Bref. Euh, très très cool, Mary Poppins. Le petit morceau de sucre qui est de la médecina. Couler la médecina. Couler. On dirait même pas du français, j'adore. Bah, bref. Euh, Oui, je comprends que tu trouves ça giga bidard. En vrai, ça l'est. Mais j'aime bien ce côté-là, justement. Bref. Sur ce, je vais m'arrêter là. Merci de m'avoir follow sur ce live, petite chacha. Merci pour le resub, Zikael, ça fait plaisir. Et ma foi, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer de m'y tenir à faire un live par semaine
au minimum parce que vraiment ça m'embête de faire trop long sans live. Je vais vraiment essayer de reprendre ce rythme de au moins un live par semaine. Par exemple, je peux vous dire que la semaine à venir, ce sera pas lundi, ce sera pas mardi, ce sera pas mercredi, ce sera pas vendredi. Je peux vous dire que la semaine à venir, il y aura peut-être un live de lecture jeudi, samedi ou dimanche. Et je vous tiendrai plus au jus sur mes réseaux, Facebook, Twitter, Discord, comme d'habitude, pour être tenu au courant lorsque je lance un live. Sur Discord, c'est là où je donne le plus de nouvelles, et c'est là où je vais pouvoir peut-être vous dire un peu en amont ce que je prévois de faire exactement. Et puis, ma foi, on est bon. Ma foi, on est bon. Ah voilà, c'était ça, je me disais, ça fait plusieurs fois que j'y pense et plusieurs fois que j'oublie. Si vous avez regardé sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne et tutti quanti. Je vous souhaite une bonne fin de samedi dimanche. Ah, bientôt la fin du week-end déjà. Et à tout vite pour de nouvelles aventures. Et bye bye.